de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Bravo, bravo. J'ai rien dit encore. Non, mais vous ne savez pas. Alors, merci, Madame la Présidente. Ça me fait très plaisir. Je suis honoré de me lever aujourd'hui dans le Parlement du 51e État américain. Alors, mais bien qu'en l'absence du gouverneur, qui n'est pas présent actuellement. Cette boutade étant mise de côté, je pense qu'on a affaire ici à une question qui est réellement importante, qui est réellement préoccupante, bien que, soyons clairs, il ne faut pas non plus ni jouer à l'autruche, mais pas non plus sortir les épouvantails. On est encore en train de commenter, si on parle encore évidemment de cette menace tarifaire, on est encore, malgré tout, dans l'hypothétique, même dans le très hypothétique. On se base sur un tweet, en fait sur un truth qui a été envoyé, et il fallait lire la suite. Il ne fallait pas lire... Ça a été vu comme une annonce, comme quoi, imminemment, le 20 janvier, dès que M. Trump allait devenir le président des États-Unis, qu'il y aurait ses tarifs. Or, quand on lit la totalité du message, il est plutôt indiqué, à moins qu'il y ait des changements profonds qui soient mis en place à la frontière par le Mexique et par le Canada. À moins que. Aussi, je pense que quand on regarde le parcours de M. Trump dans le milieu des affaires, notamment, et quand on regarde aussi la vision qu'il a toujours entretenue, que ce soit comme candidat ou comme président dans son premier mandat, même si on peut considérer, sans trop se tromper, que M. Trump aura changé profondément la politique, qu'il aura innové, sa vision, au final, des relations internationales est très traditionnelle. C'est une vision pré-mondialisation prétendument heureuse des années 90, où on s'est mis à croire qu'il y aurait un ordre mondial, une citoyenneté mondiale, des règles mondiales qui allaient mettre fin à toutes les rivalités, qui allaient mettre fin aux intérêts nationaux, voire mettre fin aux nations. On n'en est plus du tout là. M. Trump, lui, a toujours eu cette vision qui était beaucoup plus traditionnelle, où c'est un affrontement et des négociations entre souverainetés avec leur rapport de force. Donc, on peut quand même présumer, même si c'est l'annonce en soi qui n'en est pas une, peut être considérée comme étant préoccupante, on peut quand même présumer tout simplement qu'on a là le gouvernement américain, que la future administration américaine, le futur président qui affirme son rapport de force et qui ensuite négociera avec ses partenaires pour obtenir quelque chose. Il voit profondément, puis on le voit dans sa position, avec lequel on a le beau loisir de ne pas être en désaccord, mais on le voit dans sa position sur un paquet de conflits mondiaux, notamment la guerre en Ukraine. Dans la vision de M. Trump, c'est chaque côté doit faire des concessions. Or, ici, on peut supposer très fortement que c'est ça qu'on a présentement. Il n'empêche que, pour nous, la relation, pour nous du Bloc québécois, pour le mouvement indépendantiste en particulier, la relation commerciale, la relation économique avec les États-Unis est fondamentale. Et c'est un calcul historique qui aura été fait. Un calcul historique, un pari qui aurait été fait par le mouvement indépendantiste, par nos grands économistes du mouvement indépendantiste, qui étaient Jacques Parizeau et qui était Bernard Landry, avant que les deux ne deviennent premiers ministres, en 1994 dans un cas, en 2001 dans le second cas, mais bien avant cela, au moment où la question, avec Brian Mulroney, la question du libre-échange, sur fond de protectionnisme américain, parce que le Congrès américain est extrêmement protectionniste, et le président Reagan voulait profiter d'une fenêtre pour signer un accord de libre-échange avec le Canada. C'est grâce à l'appui du Québec et du mouvement indépendantiste qu'on est allé dans cette voie-là. Aujourd'hui, on voit bien sûr que on est peut-être allé trop loin à plusieurs égards, on a probablement été trop dépendant au libre-échange, et qu'aussi on a outrepassé, à partir des années 90, la fine ligne entre tout simplement faciliter les échanges commerciaux et en arriver à des accords extrêmement contraignants qui vont dans le sens d'une marchandisation totale de la vie et qui érigent les multinationales en puissance souveraine. On a dépassé. On est allé trop loin sur cette voie-là. Mais à l'époque, le calcul était le suivant. Alors que nous venions de perdre un référendum en 1980 basé sur les peurs économiques, des peurs à bien des égards irrationnelles. À ce moment-là, le calcul du mouvement indépendantiste était « nous ne dépendrons plus jamais des sautes d'humeur d'Ottawa. Nous ne serons plus jamais victimes de votre chantage, de vos menaces, parce que maintenant, nous allons faire des échanges sur une base nord-sud et non plus sur une base est-ouest. » On voit que ça a fonctionné. Parce que quand on regarde aujourd'hui
Aujourd'hui, les États-Unis, c'est le principal partenaire commercial du Québec. On a 12 000 entreprises québécoises qui font affaire au pays de l'oncle Sam. Certaines se démarquent particulièrement. Qu'on pense à Couche-Tard, à Cascade, à Hydro-Québec, à CGI, à Gros-Pur, à Saputo, Fruits d'Or, Miralis. Il y en a plusieurs exemples comme ça. Il y a près de 50 du PIB du Québec qui est directement lié à nos exportations. On est une économie exportatrice. Et de ce montant, donc de ce 50 d'exportation, 70 de nos exportations vont vers les États-Unis. Puis environ 10 de toutes nos exportations vers un seul État, qui est l'État de New York. Puis ça, c'est sans compter que bon nombre de nos artistes sont fort appréciés aux États-Unis, qu'on pense à Robert Lepage, par exemple. Bref, il est indéniable que les États-Unis ont une importance capitale pour l'économie du Québec. Donc, que faire alors? Il faut d'abord prendre acte, j'en faisais un peu mention dans mon introduction, du fait que la puissance américaine a changé. Alors que dans les années 90, les États-Unis portaient l'idée de mondialisation. Puis quand je parle de mondialisation, ce n'est pas seulement de mondialisation des échanges, mais on portait à l'époque une mondialisation qui soit aussi celle d'établissement d'institutions mondiales, quasiment d'une société mondiale, comme le secrétaire d'État de l'administration Clinton en parlait ouvertement à l'époque. Or, on n'en est plus là aujourd'hui. On n'en est plus là parce qu'à partir du moment où, après des années, des décennies même de naïveté occidentale face à la puissance chinoise, on s'est mis à constater, puis le réveil a été brutal, on s'est mis à constater que la mondialisation bénéficiait désormais à la Chine et non plus aux États-Unis, comme c'était initialement le cas. Et ça, c'est sans compter que c'est les institutions qui avaient été mises sur pied, qui avaient été constituées par les États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, comme la Banque mondiale, et en 1995, comme l'Organisation mondiale du commerce, se sont mises à perdre énormément de leur poids. Aujourd'hui, on le voit avec les BRICS, on le voit avec l'Organisation de coopération de Shanghai. Il y a une reconstitution des blocs régionaux qui fait en sorte qu'on n'en est plus aujourd'hui à une hégémonie américaine, mais même que Washington n'aspire plus à ça. On est à une période maintenant où Washington ne veut plus être cette hyperpuissance, être le gendarme du monde. Washington y a renoncé. Je pense que la première chose à faire est d'en prendre acte. Mais il ne faut pas penser non plus que les États-Unis, eux, ont véritablement cru à ce mythe de la mondialisation heureuse. À l'époque, ça allait directement dans le sens de leurs intérêts. Même dans les années 80, aussi libre-échangiste qu'eût été Ronald Reagan, c'est quand même lui qui a mis en place des tarifs punitifs sur les automobiles qui venaient du Japon et qui a forcé grandement la relocalisation, puis ça a fonctionné, qui a forcé grandement la relocalisation des industries automobiles vers le continent nord-américain. Donc, à partir du moment où on a une reconstitution du rapport de force, une recentralisation vers les blocs régionaux et non plus une aspiration à un monde unipolaire dominé par un seul pays, il faut en prendre acte aussi. Et à nous seuls, nous ne pouvons pas changer le monde, nous pouvons l'influencer positivement, mais nous pouvons assurément tirer profit des circonstances. Puis ça commence par un bilan lucide des choses. Si nous reconstruisons une chaîne d'approvisionnement nord-américaine, personne ne peut le faire seul. Les États-Unis ne peuvent pas le faire seuls, le Mexique ne peut pas le faire seul, le Canada ne peut pas le faire seul et le Québec ne peut pas le faire seul. Mais on peut le faire quand même tous ensemble. Et il y a évidemment beaucoup de dossiers où les États-Unis ou les Américains vont avoir besoin de nous. Par exemple, sur le fameux volet, puis la plupart, regardons ça, la plupart des irritants commerciaux qu'on peut avoir avec les États-Unis pourraient sans doute être renversés, être amoindris si tout le monde comprenait davantage son intérêt mutuel. Qu'on passe par exemple à la question de l'électrification des transports. Les États-Unis ont mis en place l'Inflation Reduction Act. Il y a dedans des crédits d'impôt. Contrairement à ce qui est affirmé par Ottawa, ce n'est pas vrai que la totalité des crédits d'impôt dans l'Inflation Reduction Act s'applique sur toute la production nord-américaine. Ils sont bien mal informés de prétendre ça. Je me souviens quand le président Biden avait affirmé ça ici même, j'ai vu de l'autre côté de la Chambre, ça s'est levé pour applaudir.
c'est ne rien comprendre, c'est clairement pas l'avoir lu, parce que le crédit 45X, par exemple, ne s'applique qu'aux batteries qui seront assemblées sur le territoire, non pas nord-américain, mais états-unien. Et ça menace énormément nos industries. Or, alors que la plupart des usines à batteries vont être construites en Chine, la quasi-totalité, et qu'il y a un contrôle très agressif, une offensive très agressive de la Chine pour mettre la main sur les minéraux critiques un peu partout dans le monde, c'est sur une base nord-américaine qu'on va être capable d'y arriver. Alors qu'il y a une crise du logement aux États-Unis, ça donne bien, on a du bois ici. Il me semble qu'on l'aurait, le bon argument pour mettre fin à la crise du bois d'œuvre, aux tarifs punitifs du bois d'œuvre qui, après 40 ans, font davantage office de bruit de fond dans l'actualité que de nouvelles chocs. Alors aussi, puis moi, je n'ai pas peur de le dire, la gestion de l'offre n'est pas seulement un modèle à défendre pour nous. Ce serait un modèle dont pourraient s'inspirer les États-Unis. C'est un modèle qui garantit l'autonomie alimentaire. C'est un modèle qui garantit l'occupation du territoire. C'est un modèle qui garantit le développement des communautés, des collectivités rurales, le développement des villages. Alors aussi mais il va aussi falloir, au-delà des dossiers sur lesquels le Canada a failli de manière flagrante, puis peu importe les gouvernements, là, que ce soit les libéraux, les conservateurs, parce qu'ils favorisaient toujours les intérêts d'autres provinces avancées du Québec. On le vit avec la gestion de l'offre, par exemple, l'accord avec l'Europe. Le gouvernement Harper, à l'époque, a dit « Hey, on va favoriser le bœuf de l'Ouest. La production laitière du Québec, ça ne nous intéresse pas. On va favoriser le bœuf de l'Ouest. Bœuf de l'Ouest qui, en passant, n'est pas plus rentré en Europe parce qu'ils ont un paquet de mesures non tarifaires en place. » Même chose quand est arrivée la renégociation du libre-échange nord-américain. Ottawa avait le choix de défendre l'acier ontarien, l'aluminium québécois ou les deux. Il a évidemment choisi de défendre l'acier ontarien avec sa formule qui oblige une utilisation de 70 % d'acier ontarien, mais qui oblige 70 % de pièces d'aluminium. Pardon, pas d'acier ontarien, d'acier nord-américain, mes excuses. Donc, de pièces d'aluminium d'Amérique du Nord. Donc ça veut dire que le dumping chinois et indien au Mexique pouvait continuer. Qu'on pouvait dire, ils envoient le matériau sous forme liquide, coulé et fondu, puis par la suite, le Mexique en fait une pièce, donc c'est objectivement une pièce faite en Amérique du Nord. C'est ça qu'on appelle du dumping. Nous, on avait levé la main à l'époque pour dire « Hey, il y a du dumping qui se passe là, puis le statut que vous donnez à l'aluminium n'est pas le même qu'à celui de l'acier. » Au début, du côté d'Ottawa, on nous disait « Non, non, non. » On se mettait, comme disait, je vois qu'il est ici, je sais qu'on n'a pas le droit de dire qu'ils sont là, mais mon collègue de Louis-Saint-Laurent, on se mettait la tête dans l'autruche du côté du gouvernement à l'époque. Et je vois qu'il est inébranlable. Mais donc, à l'époque, on se mettait la tête dans l'autruche en nous disant cela. Et puis, on nous disait, c'est pas vrai qu'on est en train d'offrir un double standard en la matière. Or, ça a été reconnu par le gouvernement après parce qu'ils ont eu l'entente avec le Bloc québécois. Vous pouvez vous en remettre, monsieur le député. Et il y avait entente à l'époque avec le Bloc québécois pour promettre que si on constatait le dumping, il allait y avoir ouverture et des statuts équivalents. Et puis aussi, même chose du côté des États-Unis et du Mexique qui ont fini par tous le reconnaître, cette situation de dumping-là qui s'est produite par la suite. Mais il y a aussi au-delà de tous ces dossiers où on a vu Ottawa, qui, comme la Cour suprême, penche toujours en défaveur du Québec, comme la Cour suprême ou la Tour de Pise, pour reprendre cette formule de Maurice Duplessis qui comparait les deux. Au-delà de ça, il y a un paquet de dossiers sur lesquels Washington est totalement légitime d'exiger mieux de la part d'Ottawa. J'ai eu des discussions souvent, moi, avec des élus au Congrès américain qui sont convaincus que les panneaux solaires chinois qui sont refusés à la frontière américaine sont tout simplement envoyés par la suite au Canada. Tout bonnement. Puis ça rentre à pleine planche. Puis on l'a vu avec le contrôle des marchandises issues du travail forcé venant d'une seule région. Les États-Unis, c'est-à-dire le Xinjiang, la région ouïghour en Chine,
Les États-Unis en sont à des milliards de marchandises, en valeur de marchandises saisies. Du côté canadien, dernière nouvelle, c'était 0. Il paraît que ça serait rendu 6 cargaisons au final. On est quand même loin, là. On est quand même loin. Donc, les États-Unis peuvent soupçonner avec raison, non pas que le Canada est le 51e État américain, mais qui est probablement l'arrière-cour de la Chine, qui n'a aucun contrôle de ses frontières, puis pas seulement comme on le dit, avec raison, les passeurs de drogue, puis les gangs de rue, puis tout ça, la criminalité aux frontières, mais aussi au niveau commercial, les marchandises qui entrent issues du travail forcé. Et savez-vous quoi? Dans le budget de mars 2023, le gouvernement écrivait, mot pour mot, qu'il y aura une loi sur le travail pour bannir le travail forcé des chaînes d'approvisionnement et pour établir un meilleur contrôle à la frontière avant la fin de l'année 2023. Là, on est à la fin de l'année 2024, puis dans le budget de mars 2024, c'était encore la même chose. On dit avant la fin de l'année. Jusqu'à preuve du contraire, la session se termine tantôt. Puis on n'a pas vu la couleur encore d'un tel projet de loi. Donc, les Américains sont en droit de regarder le Canada, qui se dit avec fierté qu'il est un État post-national. Bien, ça montre aussi qu'il ne comprend rien, justement, à c'est quoi de la stratégie. Il ne comprend rien à c'est quoi de la géopolitique. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi du national pour comprendre de l'international. Mais Ottawa est un cancre en la matière. Ouais. Alors, puis c'est la même chose aussi au niveau du contrôle et de la surveillance de l'investissement. Même chose, les États-Unis ont des filets extrêmement robustes, ont des lois extrêmement robustes pour contrôler et surveiller ça. Du côté d'Ottawa, c'est le laisser-faire, c'est le règne du laisser-faire le plus total. Alors, bien sûr, le choix est donc le suivant. On le comprend, là, il va y avoir un nouveau président. Et un nouveau premier ministre. Et possiblement un nouveau premier ministre, ce sera à suivre. Mais on comprend, puis on le réitère, le fait qu'il faut des élections parce qu'Ottawa n'a aucune légitimité face à Washington présentement, parce qu'il va vanter dans les prochains temps, puis alors qu'on a un gouvernement extrêmement fragilisé. Mais bien sûr, à terme, je pense bien sûr, comme indépendantiste québécois, que le Québec qui comprend, qui s'est doté depuis les années 60 de leviers stratégiques, de lois stratégiques, des Hydro-Québec, des caisses de dépôt et placement, d'Investissement Québec, qui comprend ce qu'est le nationalisme économique, je pense qu'un Québec indépendant sera un infiniment meilleur pari à l'échelle mondiale et géopolitique et internationale que ne pourra jamais l'être le Canada post-national. Merci, Madame la Présidente. Bravo.